Bonjour tout le monde. On est ici pour le dernier podcast de Fashion Network et Luxury Insight. Et ce matin, on a eu la chance de voir un des vrais leaders dans l'industrie de public relations and publicist, Lucien Pagès. Merci Godfrey, je suis ravi d'être là ce matin avec toi. Lucien est, pour nos lecteurs, c'est vraiment, il a une agence très importante à Paris, en pleine croissance, et en plus, il a des marques, le designer très percutant, comme par exemple Jonathan Anderson et Sacai, et les grandes marques globales comme Pucci et Max Mara, entre plein d'autres. Mais on va commencer au début. Comment vous avez décidé dans ta jeunesse d'avoir une carrière dans le PR et... D'abord, je ne savais même pas que ça existait, PR dans la mode. C'était pas le métier le plus connu à l'époque. Ouais. Parce que moi, je suis venu à Paris en 93 et j'ai fait des études. J'ai fait la chambre syndicale qui maintenant a fusionné avec l'IFM. Donc, j'avais un parcours plus classique pour être dans la création de mode. Ouais. Et puis, la vie m'a amené à travailler dans différents départements de la mode et des catégories différentes. Donc, j'ai été assistant de Marc Ascoli, qui est un directeur artistique, donc travaillé sur l'image. Et ensuite, j'ai monté mon bureau de presse, mais un peu comme ça par opportunité. Et j'avais pas du tout anticipé que j'allais faire de la presse. Je pense que c'est plus... quelque part les conditions, j'ai suivi un espèce de fil qui m'a amené là. Et voilà, mais sinon, j'ai toujours voulu être dans la mode. J'ai pas de raison pratique pour expliquer ça. Étant quelqu'un né dans une petite ville en province en Irlande, tu es né où, Lucien? Moi, je suis né à Alès, c'est dans le département du Gard. Mais je suis né là parce que c'était là où il y avait l'hôpital, mais sinon, on vivait dans un village de 200 habitants qui s'appelle Vialas, qui est dans les Cévennes, qui est un très bel endroit, c'est un parc national, mais c'était tout petit. La France profonde. Voilà, ouais. Alors, quand vous avez commencé avec ton agence, c'était quoi ton espoir? Qu'est-ce que tu as voulu apporter à la métier? Donc, j'ai commencé en 2006 et je voulais au début que ce soit vraiment une petite agence un peu boutique. Je voulais avoir 4 clients, mais très exquisite. Et puis, j'avais pas d'agenda particulier. C'était pas une histoire de succès ou je voulais... Comme je venais de la création, que j'avais étudié la création, j'avais envie d'être au plus proche de la création, mais d'une autre manière, d'aider la création à mon niveau, qui était la communication. Et donc, j'avais pas d'agenda vraiment précis. C'était travailler avec des créatifs que j'admirais, que je respectais, et les aider à avancer, à construire leurs projets à mon niveau. Voilà. Qui était le premier client alors? Le premier client, c'était Adam Kimmel, qui est un créateur de mode, qui était un créateur de mode masculine américain, qui avait un grand succès, qui était le darling de Colette à l'époque. Et c'est elle qui l'avait découvert. Il était venu la voir avec une valise avec 4 ou 5 pulls en cachemire. Et elle avait adoré. Et après, ça a commencé à devenir un succès. Et Adam il était assez malin. Il voulait s'installer à Paris avec son showroom, avec ses présentations, parce qu'il sentait qu'en tant que designer américain, il fallait qu'il soit reconnu par Paris. Et il m'a un peu confié la mission d'ouvrir ce bureau où moi, je pouvais aussi faire mes projets. Donc, on a commencé un peu ensemble, en fait. Ah, OK. Voilà. Et quand il était à Paris pour son showroom, je lui laissais le bureau pour son showroom. Et ensuite, ça devenait mon bureau quand il n'était plus à Paris. Et je représentais que des marques ou des choses qui étaient plutôt des amis, des gens autour de moi, genre Olympia Le Tan, Vincent Daré, Yas Bouquet. C'est parti très organique comme ça. Okay. Quel était le premier défilé important que vous avez organisé? Je pense que c'était Adam Kimmel. Ouais. Faisait des présentations, mais qui étaient aussi fortes que des défilés. C'est que, par exemple, quand il avait fait à la galerie Yvon Lambert une collection avec
Georges Condo, inspiré de Georges Condo et de sa passion pour le casino. Et il avait créé tous les masques des personnages de Georges Condo comme si les peintures de Georges Condo devenaient vie. Et c'était très impressionnant. Ça, je pense que c'était un des premiers trucs très forts qu'on a fait qui a été un turning point pour lui, pour moi, pour tous les gens qui ont participé sur ce projet. Comment tu as rencontré le designer japonais, par exemple, Sakai? Ouais, Sakai, c'est la première designer féminine que j'ai représentée. Okay. C'est-à-dire, avant, comme j'avais fait Adam Kimmel et qu'il avait du succès, j'étais plutôt reconnu pour connaître la presse masculine. À l'époque, c'était différent. C'était très séparé et il n'y avait pas le social media et tout ça. Donc, la presse, on te demandait, tu connais la presse masculine, tu connais la presse féminine. Ouais. Donc, les gens disaient, ah, mais tu connais pas la presse féminine. Donc, il fallait. Donc, Sakai, c'est la première à m'avoir donné ma chance. Et en fait, c'est vieux, hein, Sakai. Je crois que je travaille avec elle depuis 2009. Mais elle existait depuis un petit moment. Mais elle n'était pas. Pareil, c'est une autre période du temps. Elle vendait chez Barney's, elle vendait chez Colette, elle avait déjà un très beau réseau de distribution, mais les gens ne connaissaient pas la marque, ils n'avaient pas d'awareness sur la marque. Et donc, du coup, notre travail, c'était comme développer un petit trésor, parce qu'elle avait tout, le produit, la meilleure distribution, mais elle n'avait pas la communication. Donc, ça, c'est une chose je pense qui est plus difficile à trouver aujourd'hui parce que très vite, même une petite marque, elle a son social media, sa communauté. Ouais. Là, ça n'existait pas. Et comment je l'ai rencontré, c'est c'est Olympia Le Tan et André, l'artiste, qui connaissaient. Moi, je travaillais pour Olympia, je connaissais bien André, et ils étaient beaucoup au Japon à cette époque. Et il connaissait très bien une rédactrice japonaise, mais qui avait travaillé à Paris, Kazumiko, et qui faisait le Figaro Madame Japon. Ah, ok. Voilà. Et elle a dit que une de ses amies, qui était une créatrice talentueuse, cherchait un PR. Et du coup, ils m'ont présenté. Oui. Et moi, à cette époque, j'allais beaucoup au Japon pour Adam Kimmel, donc du coup, j'ai pu aller voir les collections de Sakai sur place, me rendre compte que c'était incroyable. Ouais. Mais c'est pas que j'allais checker son Instagram ou quoi que ce soit. Oh, c'est vraiment basé sur les produits, sur la collection qu'elle fait même. Oui. Et puis on était vraiment dans une époque de non. Elle était connue un peu à l'époque parce qu'elle avait une collaboration avec Moncler. Ah, okay. Sakai M, je crois que c'était. Non, Moncler S, pardon. J'ai inversé. Parce qu'elle fait partie de cette, disons, deuxième vague japonaise, parce qu'il y avait la grande vague des années 60, 70, qui avec la mort de Miyake, a commencé à venir. Maintenant, il y a une nouvelle génération. Vous travaillez avec des autres marques en Asie maintenant? Oui, au Japon, j'ai aussi Embouche, avec Yoon, Undercover, avec June. Après, c'était un peu une bande aussi. C'est drôle d'ailleurs. C'est un peu comme tu dis, c'est la deuxième vague et c'est une bande. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré Embouche par Sakai, parce qu'elle faisait des bijoux pour le défilé. Et June, je le connaissais dans la bande de Sakai. Ils sont amis aussi dans la vie. Donc, il y a une espèce de mouvement. OK. Quels sont les critères que tu utilises pour décider si un designer a un bon fit ou puisse marcher bien avec ton agence? Ouais. Les critères ont un peu évolué, je dois être totalement honnête. Mais la vraie base, c'est la créativité. Et ça peut être une créativité commerciale. C'est-à-dire, je ne suis pas contre... je veux pas quand je dis créativité, ce n'est pas une créativité forcément débridée. Bien sûr, j'ai ça, mais je peux aussi avoir une marque qui vend très bien, mais qui a une âme, qui a quelque chose que je peux raconter. En fait, mon critère, ma bottom line, c'est si par exemple, je t'appelle et que je ne suis pas à l'aise de te dire « il faut que tu viennes, ça vaut la peine », alors ça, c'est mauvais déjà. Okay. Si je ne suis pas à l'aise avec le projet, si j'y crois pas moi-même, ça marche pas. Okay. Donc, il y a quand même bien sûr, on regarde le
le talent, le reach, aussi la communauté. On regarde tous ces aspects très pragmatiques, mais quand même, il y a un petit côté affect où est-ce que moi, personnellement, je vais me sentir à l'aise avec ce produit, cette marque, ce designer. Ok. Maintenant, peut-être le designer plus connu, jeune, avec lequel tu travailles, c'est Jonathan Anderson. Raconte-nous comment tu as commencé à travailler avec lui. Jonathan, j'ai commencé à travailler avec lui juste avant qu'il signe pour l'OEV. Ok. Et je l'ai rencontré, il m'avait pas dit, il m'a dit, il va se passer un truc pour moi. On avait des amis en commun, en fait, les graphistes, art directeurs Paris. Ouais. Et je pense que c'est eux qui lui ont parlé de moi. Et je l'ai vu, il m'a dit, il va se passer un truc pour moi, je t'appellerai. Ouais. C'était l'OEV, mais il me l'a pas dit. Et du coup, je pense que Jonathan aussi, il avait cette volonté de vouloir aussi être plus connu en France, parce qu'il venait de signer l'OEV, qui appartient au groupe LVMH, et aussi sa marque. Ils ont des parts dedans, donc il y avait tout un écosystème comme ça où la France était quand même assez importante, je pense, pour lui. Et donc, du coup, on a pu travailler dès qu'il est arrivé chez l'OEV, et à la fois sur sa marque, mais pour le territoire français. Et puis, je suis toujours bluffé par ce qu'il fait. C'est tellement créatif dans ces deux marques tout le temps, et à la fois la précision de son propos et l'évolution qu'il amène, et comment il a changé la marque l'OEV d'une manière incroyable. Il en a fait une méga brand, et ce que ce n'était pas avant qu'il arrive. Donc, quel est le rôle d'une agence comme à Paris actuellement? Quelles sont les choses plus importantes qu'une agence puisse ramener un jeune designer ou une marque déjà? Je dirais oui, ça dépend. Chaque personne, a ses propres problèmes et ses propres enjeux. Mais sur une jeune marque, typiquement, c'est le awareness, c'est-à-dire faire connaître. Donc, et faire connaître aux bonnes personnes pour que ça parte du plus haut niveau. Et que du coup, il soit positionné. Donc, je sais que par exemple, si on invite des gens à venir à une présentation comme toi, tu vas venir parce que tu nous fais confiance, qu'on t'a jamais invité à une mauvaise présentation, ou que tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ou qu'est-ce que je fais là. on a créé un lien de confiance. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'amène à des gens qui commencent. Ouais. Et après, je déjà pense... ton imprimatur que c'est une marque à la confiance de Lucien Pagès, c'est déjà un bon signe. J'espère. mais non, mais en tout cas, un network. Alors aussi, j'ai vu, il y a toutes ces problématiques entre qu'est-ce que la presse aujourd'hui, où ça va, parce qu'on sait que tout ce que la presse écrite, par exemple, a beaucoup de soucis, même de survie. Il y a beaucoup de magazines qui ont disparu. Et à la fois, il y en a d'autres qui se créent, donc c'est étrange. C'est un écosystème qui est paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux magazines, à la fois beaucoup de nouveaux magazines de niche. Bizarrement, voilà, il y a quand même une énergie qui se recrée, mais moi, ce que j'amène maintenant, ce que j'ai noté, c'est qu'au-delà de ces relations de presse ou des relations avec les acteurs influents de la mode, qui peuvent être, c'est un network. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux parler à un acheteur, je peux parler à un CIO, je peux parler à un celebrity stylist. Je peux aussi te booker un restaurant si tu veux. Non, mais c'est-à-dire quand les gens arrivent, c'est un écosystème de la mode dans lequel on est un acteur. Et quand je dis booker un restaurant, je rigole pas, je book aussi des hôtels. Les gens, des fois, ils ne savent pas où aller. Ils arrivent à Paris, ils savent pas quels sont les bons hôtels, les bons restaurants. On les aide. On les aide à choisir une société de production. On est une espèce de couteau suisse aussi. On n'est pas juste... Non, mais... Et comme Paris est une capitale importante, de plus en plus importante,
parce que les plus grands groupes de luxe sont ici et que aussi, en termes de budget, les gens ne peuvent pas faire toutes les Fashion Week maintenant, que ce soit les journalistes ou les acheteurs. Donc, il y a une espèce de concentration sur Paris et Milan. Ouais. Et nous, étant basés à Paris, même si on a un bureau à New York, le bureau de Paris, évidemment, il est attractif parce qu'on fait partie de l'écosystème de Paris. Je suis en plein d'accord sur la question de l'avenir de la presse, parce que même que le grand titre comme Vogue, Elle, Harper's Bazaar, comme les gros journaux, New York Times, Le Figaro, Le Monde, The Times, leurs lecteurs descendent graduellement. La quantité, le nombre de jeunes magazines qui sortent, c'est toujours impressionnant. Les barriers to entry de créer un magazine, c'est pas très haut. Alors, un creative director, un art director, puisque. Alors, je vois l'avenir un peu mitigé comme ça. Mais ça complique la vie pour un PR company, parce que comment on travaille, comment sélection. Quelles revues sont branchées, importantes. C'est quand le critère, encore une fois. Le critère, c'est il faut que ça matche avec la marque, en fait. Donc, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de magazines de niche aussi. Et ils sont importants dans l'écosystème parce qu'ils donnent de la valeur, par exemple, même aux grandes marques. Les grandes marques travaillent beaucoup avec les magazines de niche pour des projets spéciaux, des covers, parce que ça leur donne un côté peut-être un peu plus cool, où ils vont chercher une esthétique différente de ce qu'ils produiraient eux-mêmes. Ça donne un autre angle de leur création. Exact. Donc, ils font partie toujours de cet écosystème. Après, je pense que effectivement, beaucoup moins de gens lisent des magazines, les achètent, mais sur le web, la force d'un titre est énorme. Genre, sur les applications, tout le monde a une application du Monde, du Figaro, du New York Times. Je vois personne même dire non, je ne vais pas être dans Vogue, parce qu'ils adorent être dans Vogue, même si peut-être ils vont pas lire chaque article. Ils aiment avoir leurs images de Vogue, les reposter sur leur social media. C'est quand même toujours une espèce de stamp d'être dans ces titres. Donc c'est vrai que c'est un peu une zone qui est blurry. Elle est troublée en ce moment, mais et aussi peut-être qu'on va basculer dans le tout digital. On ne le sait pas. C'est peut-être le sens inexorable de l'histoire. Mais l'autre fois, par exemple, j'ai pris l'avion, j'ai acheté des journaux. Et c'était très bizarre. L'hôtesse, elle me dit, mais vous achetez encore des journaux? Et je trouvais ça tellement bizarre qu'elle me fasse cette réflexion. J'ai dit, c'est mon travail. Mais même ça me gênait de dire c'est mon travail, parce que moi j'aimerais que tout le monde achète des journaux, même l'hôtesse, qu'elle feuillette son L entre deux escales. Mais c'est vrai qu'on trouve aussi tout sur les applications, et c'est intéressant parce que par exemple moi j'ai une application où je vois les journaux, mais je les télécharge tels qu'ils sont. J'aime les voir, même si c'est en petit. J'aime les voir comme s'ils étaient imprimés. C'est terrible. Alors, peut-être que je viens d'un très vieux monde. Et tu imprimes toujours? Non, j'imprime pas. Mais ce que je veux dire, tu sais, tu as des applications où tu t'abonnes et tu télécharges tous les journaux, mais après, tu les vois, tu peux tourner page par page. C'est pas comme l'application du Figaro ou du Monde où tu vas piquer un article. Donc, donc, tu vois les pubs, tu vois tout pareil que dans un... Et moi, bon, après, voilà, je suis d'une génération il n'y avait pas Internet. J'ai grandi, j'ai appris la mode par les journaux, et les magazines et la télé. Donc, j'ai du mal à me détacher de cette forme physique. Personnellement, je ne sens pas très complexe. Je ne vais pas racheter soit un journal, soit ça peut être le New York Times, ou le Figaro, ou l'Équipe, ou Le Monde, et soit une revue, ça peut être... the New Yorker, Vogue, c'est un peu quotidiennement, je dois toucher des papiers. Malheureusement, la nouvelle génération Z, ils n'ont pas de même avis. Alors, de plus en plus, vous avez travaillé avec des défilés encore plus grands, parce que tes clients sont engrandis, les marques plus importantes, tout ça. Quel était le défilé plus grand avec lequel tu as travaillé?
Bon, en général, les défilés les plus grands avec qui je travaille, c'est Saint-Laurent. Ouais. Je travaille avec Anthony Vaccario depuis qu'il est arrivé chez Saint-Laurent Ouais. en tant que consultant. Je suis pas. J'ai un rôle un peu à part, mais ces défilés sont absolument spectaculaires. Après, les défilés où on a beaucoup travaillé et qui ont été des grands souvenirs pour moi, c'est les défilés de Jacques Mus, évidemment, qui a marqué l'histoire de la mode dans le champ de lavande pour les 10 ans de sa marque. Et ça, c'était assez sublime parce que on savait que c'était un truc complètement à part. Et puis aussi, c'était peut-être la première fois qu'une jeune marque faisait voyager des gens hors de Paris aussi. Ouais. Et il fallait s'appeler Jacques Mus pour réussir ça. Ouais. Et quand tu as commencé avec Jacques Mus, j'ai commencé juste après sa collection Les 100 ans de Provence, qui pour moi est là où il a changé son destin. Ouais. C'était on se connaissait depuis longtemps et on restait en contact, mais on n'avait pas travaillé ensemble pour des raisons. Je pense pas mal de monde a sous-estimé Simon Porte Jacques Mus. Parce qu'au début, c'était clair qu'il ait un talent, mais son rêve de créer une marque, pas beaucoup de monde a cru dans ça. Tout le monde a pensé, oh oui, bonne chance, mais ils n'ont jamais vraiment cru. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce que déjà, il a commencé à 19 ans et un peu il a fait avec une. Enfin, je veux dire, c'est normal. Quand à 19 ans, on me dit que je vais créer ma marque, elle va s'appeler Jacques Mus. Et ma grande maison, ça va être Jacques Mus. Ça paraît fou et surtout. mais il l'a fait. Donc. Mais c'est vrai que je l'ai vu parce que nous, on a travaillé ensemble et il a gagné vraiment petit à petit le cœur des gens. Il y a des gens qui étaient fous de lui dès le début. Et ensuite, il a été, notamment dans l'establishment, ça a pris du temps. Oui. C'était pas... Je pense que comme toutes les nouvelles choses, les nouveaux mouvements, les nouvelles façons de faire, évidemment, ça prend du temps parce que ça change un peu la donne. Parce que Simon, il a eu aussi un succès différent. Il a créé un succès d'aujourd'hui. Donc, c'était pas forcément avec les codes d'avant. Donc, il a fallu du temps. Évidemment, son Instagram était très important, sa personnalité est importante, mais c'est pas avec ça qu'on fait un business non plus. C'est-à-dire ça a été, c'est ce qui lui permet de communiquer avec le monde. Mais s'il n'avait pas créé les produits que les gens ont envie d'acheter, il n'aurait pas fait de succès. Donc, pour moi, c'est une première c'est le succès de la nouvelle génération, mais vraiment le succès indéniable, pas le succès qu'on ne sait pas trop où ça va aller. Il a créé une marque, c'est-à-dire quand il a ouvert sa boutique, c'était comme une évidence. Moi, j'étais impressionné, c'était presque émouvant de voir un Jacques Mus sur l'avenue Montaigne. Oui. Oui, parce qu'il y a toujours une grande différence entre le succès d'estime et le succès commercial. Et hier soir, on a pensé de ça avec la décision de Ralph Simmons d'arrêter sa maison parce que c'était toujours reconnu comme un grand designer, mais enfin, sa marque à lui était jamais devenue. Je pense qu'ils n'ont jamais eu une chaîne de boutique Ralph Simmons. Mais maintenant, on attend ça avec Jacques Mus, n'est-ce pas? Oui, après, Raph, il a un respect énorme. Et puis, il a choisi une autre voie aussi parce qu'il a travaillé pour des grandes maisons comme J. Sander, Dior, tu peux pas faire plus gros, Calvin Klein et Prada. Enfin, je veux dire, c'est une autre route. Par exemple, et souvent, Simon, on lui a demandé, je sais et j'imagine qu'il a été contacté pour des très grandes maisons. et à chaque fois, il a dit non. Mais il a vraiment dit non. C'est pas du tout, et ça, j'en suis persuadé, c'est pas du tout une posture. Il dit pas qu'il a dit non parce qu'en fait on l'a pas choisi à la fin. Non, il a vraiment dit non. Et il a toujours dit ce qu'il a republié là récemment en disant qu'il avait dit à Anna Wintour, j'ai pas besoin d'une grande maison, ma grande maison c'est Jacques Mus. mais je le pense vraiment, c'est une décision qu'il a prise. Et il s'est concentré sur sa marque. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'était important aussi parce que c'est un exemple dans le sens que je trouvais, et avant Simon, que
les jeunes n'avaient pas cette ambition-là. Il y a eu une période où beaucoup de jeunes voulaient se faire remarquer par des défilés très forts pour rentrer dans une grande maison. Exactement. C'était le business, le career model. Voilà. Et ça a été vraiment le truc, je pourrais dire, des années 2000 peut-être. Et parce que d'un coup, c'était quand même c'est plus facile. C'est plus facile et c'est plus difficile aussi. Je pense beaucoup de gens de mon génération pensaient que c'était impossible de créer une marque comme Armani ou Versace ou Pierre Cardin ou Saint Laurent a fait il y a 50 ans. Ouais. Et il y a des choses, si on regarde Dolce, c'est pas si vieux, par exemple. Non. Et ils ont créé un empire. Armani, c'est un peu plus vieux, mais quand même, c'est des empires récents. Enfin, je parle dans l'histoire de l'histoire. Et c'est vrai qu'il y avait plus personne. J'avais l'impression qu'il croyait vraiment qu'il pouvait créer un empire avec son nom. Mais moi, souvent, je fais l'exercice. Quand je vois une marque, je me dis, est-ce que j'imagine une boutique avec le nom? Et je rentre et il y a des produits partout. Et est-ce que cette personne peut faire des serviettes, un parfum, je veux dire. Et ça m'aide vachement à comprendre l'ampleur des possibilités pour une marque. Et par exemple, Simon, c'était clair depuis le début, comme c'est clair pour J.W. Anderson, comme c'est clair pour pas mal de nos clients, qu'effectivement, ils peuvent avoir totalement leur univers. Je ne sais pas s'ils auront tous des boutiques dans le monde entier, mais en tout cas, je les imagine. Donc, pour moi, il y a une possibilité. Un vrai univers. Voilà, exactement. L'autre chose qui me frappe, étant membre de la jury de LVMH Prize, que Simon Porte-Jacquemus, comme Jonathan Anderson, comme Virgil Abloh, qui étaient finalistes toutes les trois, mais ils n'ont jamais gagné. Et Simon a gagné le prix de jeune créateur. À l'époque, maintenant il s'appelle prix Karl Lagerfeld, mais à l'époque, il a gagné le deuxième. Mais souvent, moi je dis aussi, est-ce que Reka Akubo aurait fait le prix LVMH? Je ne sais pas. Mais c'est une autre époque. Les premiers prix LVMH, il y avait Demna en compétition contre Virgil. C'était fou. Et maintenant, ils sont plus sur un sourcing, ce que je trouve très intéressant aussi. C'est-à-dire, ils sont plus sur ces grands profiles déjà établis. Ils sont sur un sourcing international et c'est une vraie mine d'or, le prix LVMH. Pour TB, pour plein de designers qu'on a rencontrés, Lucagno. Ça a été, même si des fois ils n'ont pas gagné, ça leur a donné en 5 minutes, ils ont rencontré tout ce qui compte. 5 minutes, j'exagère, mais en 2 jours, ils ont rencontré tout ce qui compte de la mode. Donc mais voilà, c'est comme plein de gens n'ont pas gagné Landam. Moi, le nombre de designers que je connais qui sont très importants et qui n'ont pas gagné Landam, c'est pareil. Mais c'est une compétition, Moi, ce que je dis toujours aux designers quand ils rentrent dans une compétition comme ça, j'ai dit, il faut que tu penses que tu vas pas gagner parce que c'est-à-dire c'est pas le mérite, c'est pas le talent, c'est pas ça. Une compétition, c'est un moment particulier où des gens se réunissent dans une pièce. Il y a beaucoup de gens maintenant dans ces jurys et des fois, les gagnants, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est pas parce qu'il y en a qui adorent un tel, d'autres adorent un tel, du coup, ils vont pas s'entendre. Et à la fin, ça va peut-être être un troisième parce que donc, ça échappe à ces concours et ces jurys, et ça échappe. Il n'y a pas de science exacte. Donc, même quelqu'un de très talentueux peut perdre des concours. Je dis toujours à chaque finaliste que tu as gagné d'être finaliste. Laisse tomber le prix final. Mais moi, par exemple, quand j'étais à Landam, j'étais pour d'autres designers et Simon était là avec un seul look de la collection Les 100 ans de Provence avec le grand chapeau et une sorte de marinière. Et tout le monde avait pris plein de filles ou de mecs. Genre, ils étaient tous avec 10 filles, 10 mecs. Et lui, il était avec un grand chapeau. Et j'ai dit, et on travaillait pas encore ensemble, ça allait arriver. Et j'ai dit, waouh, mais tu es tellement radical. Et il est allé tout seul avec son mannequin et le grand chapeau. Bien sûr, il a pas gagné. Et alors qu'il allait faire la collection, une des collections de sa vie. Donc et il venait de montrer le premier modèle. Et voilà, c'est drôle, je garde toujours cet exemple en tête.
Et c'est pas grave. Ça fait partie du... Il aurait pu peut-être gagner ce jour-là. Il n'a pas gagné. C'est un concours. Si tu n'es pas été un publiciste, qu'est-ce que autre pression tu as voulu le faire? Ah, j'aurais bien aimé faire comme toi, critiquer les défilés. Je ne sais pas si j'aurais eu le talent, mais ça m'amuse. Parce que souvent, je regarde les défilés, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais dit Je peux t'inviter à être guest critique quelquefois, si tu veux. Non, mais je trouve ça très intéressant parce que les gens comprennent pas la complexité de critiquer un défilé de mode. Parce que il y a tout. Enfin, je veux dire, il faut connaître la mode, l'histoire de la mode. Il faut resituer le défilé dans l'histoire de la marque et du créateur. Il faut parler du show lui-même, des mannequins, de la tendance, et tout ça en disant des choses très intelligentes. Donc, j'aurais bien aimé faire ça. Je suis assez fasciné par les reviewers. Je dis pas ça parce que tu m'as invité ce matin. C'est juste que je trouve que c'est un métier qui est important dans notre travail. Et souvent, des fois, les gens pensent « Ah, j'ai une mauvaise critique, ils ne m'aiment pas ». S'il n'y a pas de choses personnelles, moi, je pense que les mauvaises critiques sont très intéressantes parce qu'elles aident à avancer. C'est un regard extérieur sur son travail. Ouais. Et souvent, dans la mauvaise critique, il y a quelque chose à prendre. Donc, je reste toujours souvent impressionné comme les gens puissent être soit tellement contents avec une critique positive et souvent très blessés par une critique négative. La réaction, tu vois, même soit Miuccia Prada, soit Diane von Furstenberg m'a frappé dans le visage. J'étais tellement fâché à cause de... I like you, Godfrey, but you are a mean man. Miuccia Prada m'a dit une fois, avant de me frapper. Mais non, ça c'est un peu le job d'accepter la critique. Et aussi, pour critique, d'accepter la réaction. Non, mais des fois, la critique fait mal parce qu'elle est réelle. Peut-être des fois, on a eu moins de temps pour travailler sur une collection. On le sait soi-même. Il y a plein d'enjeux. Des fois, on a été poussé par le service marketing pour faire quelque chose parce que la dernière fois, ça n'avait pas marché commercialement. On ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Donc, les designers, eux, ils savent pourquoi ils sont arrivés à cette collection. Et que si elle est un peu moins bonne, ils savent aussi, ça fait mal parce qu'ils savent les raisons, j'imagine. Nous, on voit ça aussi de l'extérieur parce que en général, une très bonne collection ne reçoit que des très bonnes critiques. Des fois, là où j'ai vu des fois où il y avait un gap, c'est quand il y a une proposition très radicale qui change. Par exemple, quand la première collection d'Alessandro Michele, il a commencé par de l'homme avec des hommes très féminins. Et là, ça a été assez séparé. Il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui n'ont pas du tout compris. Et ensuite, les ventes, le succès lui a donné raison. Des fois, il y a ou l'éditorial. D'un coup, il y a des collections que les critiques n'aiment pas, mais que les fashion editors vont adorer. Du coup, elles vont être en cover de tous les magazines, alors qu'elles ont eu des... C'est assez rare. Mais c'est souvent dans des ruptures que ça se passe, parce que les gens peut-être sont désarçonnés par la rupture, du coup, ils ne voient pas encore où ça va aller. Et c'est arrivé, je crois même qu'il y a je ne sais plus une grande reviewer qui s'était excusée de ne pas avoir vu venir le succès, je ne me rappelle plus. Je me souviens bien de la première collection d'Alexandre. Effectivement, j'ai plutôt bien aimé parce que je trouvais que c'était un bel disruption de Gucci. Et je sentais que ça peut marcher, mais... ce qui m'a frappé, que la majeure part de mes collègues n'ont pas trop aimé la collection. Et en plus, les influencers ont beaucoup aimé la collection. Et après, c'était un moment clé pour moi, parce qu'après ça, c'était eu la vague d'influencers vraiment un peu démarré. Comment vous voyez ça? Tu vois ça, l'importance d'influencers maintenant? Moi, je suis très détendu avec le sujet, dans le sens que
je pense qu'on a toujours eu des gens qui ont aimé la mode, qui ont aimé la porter, qui ont aimé jouer avec, et qu'on en a besoin. Ça fait partie, pareil, de notre écosystème. Donc, avant, c'était peut-être des fans, des tribus. Tu avais tous les gens qui s'habillaient comme des garçons, ou quand Yohji Yamamoto, ou d'autres qui s'habillaient, je sais pas, pour aller au palace, et ils étaient dans des styles différents. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu des gens qui traînaient autour de la cour carrée du Louvre, habillés dans des tenues incroyables, mais qui rentraient même pas dans les défilés. C'était des fans de la mode. et moi, quand je dis je suis détendu avec ça, c'est-à-dire que moi, je suis content que les gens portent les vêtements parce que je trouve que c'est important aussi qu'on les voit porter différemment que sur des mannequins, que ça leur donne une vie réelle, que souvent, moi, j'incite les marques à travailler avec des créateurs de contenu, parce que c'est une autre mise en perspective du produit. C'est-à-dire, on le voit moi, quand je vois une fille qui se pose dans la rue avec un sac ou un trench, ça m'intéresse quelque part parce que j'ai l'impression que la mode devient réelle. Elle sort du podium, elle devient réelle et elle est incarnée par une vision. Après, il faut c'est pareil, on choisit. On travaille avec des gens qui sont alignés sur l'image de la marque. Et à la fois, il y a des gens qui sont comme des superstars qui portent tout et c'est drôle. Je veux dire, et il y a des gens qui se rebrandent, qui deviennent, par exemple, Kim Kardashian, elle n'est pas Kim Kardashian du début. Elle est devenue une espèce d'icône de la mode. Au début, les gens, bon, c'était pas une influenceuse, c'est une femme d'affaires, mais elle influence. Mais tu penses que l'influence de l'influenceur c'est toujours en croissance alors? Oui, bien sûr. On est loin de C'est pas un phénomène. Non. Mais non, parce que de toute façon, on va rester sur nos téléphones à regarder des social media, donc il faudra bien qu'on regarde quelque chose. Et montre que est-ce que le pouvoir de la presse est en train de diminuer au long terme? Oh non. Je suis pas sûr. Les médias, en général. Je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que tout le monde devient les influenceurs deviennent comme des médias et les médias deviennent comme des influenceurs. Donc, il y a une espèce de mélange et on est arrivé sur une forme hybride. Donc, une grande rédactrice, tout le monde regarde ses posts. Quelquefois, elle a plus de followers que de gens qui lisent son magazine. C'est vrai. Quelqu'un qui a, je sais pas, 500 000 followers, il n'y a peut-être pas 500 000 lecteurs du magazine. Donc, elle est aussi influente, mais sans son titre, elle est moins powerful. Of course. Donc, elle est influente, mais elle est powerful aussi par le titre. Donc, quand je dis on est arrivé à un modèle hybride, et de la même manière, comme il y a cette nouvelle génération, par exemple, si on prend Style.com, ou des gens qui sont pas influenceurs dans le sens qu'ils se postent pas dans des tenues, mais il agit sur Instagram avec un cadre qui est le cadre d'un média. Donc, et il annonce des news. Pour l'instant, il n'a pas encore les exclusivités, mais je ne serais pas surpris qu'une marque qui donne une exclusivité à Style.com, parce que ça sera moderne. Donc, et je vois que, par exemple, beaucoup de gens maintenant commencent à lui donner des choses. C'est-à-dire, il y a une espèce de barrière, voilà, comme j'ai dit, très floue, et qui est peut-être très intéressante parce que moi, je pense que les grands titres, évidemment, vont rester parce qu'il n'y a pas de raison que les gens vont... De toute façon, déjà, les grands titres sont liés à l'actualité, que ce soit Le Monde, le New York Times, le FT, le Financial Times, How to Spend It, tout ça, c'est lié quand même à des grands médias d'actualité. L'actualité, ça va toujours continuer. Donc, ces médias-là qui sont liés à des grands groupes qui traitent l'actualité, les newspapers et tout ça, il n'y a pas de problème. Après, les choses plus glossy, comme Vogue, ça sera toujours Vogue. On l'aime un peu moins, qu'on l'aime un peu plus. C'est pas le sujet. C'est le Vogue, c'est un nom magique. Et puis maintenant, là, je vois, ils vont lancer Harper's Bazaar Italie, ils vont lancer Harper's Bazaar France. C'est intéressant quand même de relancer des journaux aussi avec cette ambition maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui croit en l'avenir de ces plateformes.
Oui, en plus, il croit au moins à medium terme dans l'avenir d'un journal imprimé, parce qu'ils intentionnent le faire, je pense, 8 ou 10 fois par an. C'est pas 2 fois par an comme un revue indépendant. Quand même, il y a une version de règle. Quand je commençais comme journaliste il y a une trentaine d'années, la règle était que tu es jamais plus important que le titre que tu représentes. Et maintenant, c'est not really true. Ça a vraiment changé dans on a pas mal de gens qui sont jeunes, qui suivent notre podcast, qui veulent entrer dans le mode et avoir une carrière. Quel est ton avis, suggestions pour entrer dans le mode et avoir une carrière? Déjà, moi, je trouve que la mode, alors bizarrement, peut-être que plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, après, je parle de mon expérience, l'expérience des gens autour de moi. Je trouve que c'est un milieu quand même un peu assez ouvert. Il peut être fermé dans un certain cadre. Dans le côté establishment, c'est très dur d'arriver jusqu'à l'establishment. Mais pour rentrer, moi, je vois avec nos stagiaires, si je vois un stagiaire motivé, ou moi, je les vois pas peut-être directement, parce qu'ils sont pas, ils travaillent au 3e étage, moi, je suis au 4e, mais on me dit, tout le staff me dit, on a un super stagiaire, du coup, on le voit, on l'engage comme assistant, et après, il peut devenir attaché de presse, c'est déjà arrivé. Moi, si je vois quelqu'un qui est hyper motivé, qui connaît la mode, qui est passionné, je veux lui donner sa chance. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est le plus, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir cette première expérience quelque part où on peut montrer sa motivation et sa passion. Ça, c'est le plus difficile sûrement. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais peur de pas avoir cette première chance. Je pense comme stage, effectivement. Voilà, exactement. Un premier truc qui déclenche. Moi, j'ai commencé un stage chez Dior avec Gianfranco Ferré et Saint-Laurent avec Monsieur Saint-Laurent. Et les deux, on m'a proposé des jobs à la fin. Mais j'avais pas fini mes études et mes parents avaient déjà payé l'école, donc je voulais pas planter le truc. Et c'était bête peut-être, mais après, j'ai fait mon destin. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour les gens passionnés et il ne faut pas se décourager, surtout parce que... Mais il faut cette première chance. Et ça, c'est important, je pense, à nous tous de la mode, que ce soit toi dans ton média, moi dans mon agence, mes créateurs, c'est qu'on puisse donner la première chance à quelqu'un qui puisse au moins montrer... voilà. Après, je vois des gens qui arrivent dans la mode et qui n'ont aucune passion, aucun intérêt, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Ça prend la place des autres. Mais il faut... Il va aller à plusieurs parties, souvent. Non, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment des gens passionnés. Mais par contre, ce que j'ai vu dans la mode, c'est que les gens viennent de partout. C'est-à-dire même les designers, les parents ne sont pas forcément des gens qui viennent d'un milieu social très favorisé. Il y a de tout. C'est un milieu c'est aussi la beauté de la mode, c'est le milieu très éclectique. On cohabite avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes histoires et des gens qui ont la chance de se réaliser dans un univers qui est ouvert selon moi, mais je comprends très bien qu'il doit y avoir des barrières peut-être que je vois plus et que j'aimerais bien qu'elles n'existent pas. Et je pense que si on doit... il faut que chacun fasse à notre niveau notre travail d'ouverture sur les jeunes pour les faire rentrer dans la mode. Parce qu'après, une fois qu'ils sont là, je pense qu'ils peuvent totalement se réaliser. Mais c'est sur le travail. Et après, évidemment, il faut... Pour moi... Comme j'ai grandi à un moment, moi j'étais très passionné par la mode, mais on n'avait pas Internet, je l'ai déjà dit. J'étais tellement greedy de voir de la mode. J'enregistrais les trucs à la fin du journal télévisé de TF1. J'ai des cassettes encore entières de bouts de TF1, de M6, de tout ça. Je faisais ça, mais parce que rien ne m'était offert, en fait. Je devais chercher. Quand on cherche, en fait, c'est plus précieux. Maintenant, tout est là. Je vois des jeunes, ils savent même pas, ils regardent même pas Vogue Runaway. Non, mais c'est vrai. Je vois des gens... quelquefois, ils regardent, ils suivent. Ils sont sur les social media, mais ils suivent même pas
les gens importants des social media. Ils se suivent entre amis, ce qui est sympa. C'est ça, le social media. Mais si c'est dans le cadre du travail, souvent, moi, je fais des captures d'écran de choses parce que c'est sur le social media qu'on apprend les premières parutions, les premières covers. Je passe ma vie à faire des captures d'écran, l'envoyer à l'équipe. J'ai l'impression d'être le seul, des fois, sur Instagram. Et ce qui est pathétique à mon âge. Mais ils n'utilisent même pas, des fois, cette plateforme incroyable d'information pour le travail. C'est-à-dire, pour eux, c'est un autre truc. Donc, et par contre, si je vois un jeune qui me dit, tu as vu ce qui se passe sur Instagram, tu as vu ce profil, tu as vu ça, mais je vais être aux anges. Parce que non, mais moi, j'ai besoin d'être nourri par les jeunes. J'ai besoin parce que je suis pas si vieux, mais je suis pas si jeune. Donc, et la mode, c'est quand même toujours rester au courant de ce qui se passe. Lucien Pagès, c'est un vrai plaisir. Mais on s'est bien amusé. Et informé. Et j'espère qu'on a informé nos amis qui nous écoutent. Nous espérons. Been a pleasure. Merci à toi.